Pascal. Bonjour. Je suis ravie vraiment que tu sois avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expérience d'abord sur la sophrologie, sur le lipœdème. C'est vraiment une chance de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que tu as un point de vue vraiment très intéressant sur notamment la gestion du stress, l'inflammation et le lipœdème. Donc ravie de t'avoir pour partager avec nous tout ça. Et je suis ravie de pouvoir partager ça avec toutes les personnes concernées. En tout cas, on est toutes concernées parce qu'on est toutes vivantes. D'origine, mon métier, c'est infirmière. Et j'ai commencé ma carrière en soins palliatifs. Car pour moi, la dernière étape de vie est une belle étape et elle mérite d'être accompagnée et qu'on soit présent dans cette étape de vie. Je ne cache pas que c'est difficile émotionnellement parce qu'il y a les familles, avec la souffrance des familles. Et au bout d'un moment, je suis partie de ce service parce que moi-même, j'ai eu un enfant, j'ai donné la vie. Et donc, je suis partie au bloc opératoire pour ne plus voir les familles, clairement. Je suis restée 7 ans en bloc opératoire. Et au bout de 7 ans, je suis partie parce que moi-même, j'avais l'impression d'avoir des cancers qui me poussaient partout parce que malheureusement, en bloc opératoire, on a beaucoup de ces pathologies à opérer. Et donc, je suis venue en tant qu'infirmière en santé au travail, donc dans des grosses entreprises. Et là, j'ai pris conscience de pourquoi les gens arrivaient au bloc et finissaient en soins palliatifs, vu l'état de stress ambiant dans la société, dans les entreprises. Et donc, j'ai cherché des solutions, j'ai cherché à comprendre pourquoi les gens étaient dans cet état-là. Donc, j'ai beaucoup étudié sur les mécanismes du stress. J'ai cherché des solutions à amener au-delà de l'écoute et j'ai fait un diplôme de sophrologue qui m'a amené des outils, des techniques pour aider les personnes à être actrices de leur gestion émotionnelle, de leur niveau de stress et surtout de calmer cette inflammation qui est la responsable de beaucoup de pathologies chroniques. Ensuite, dans ma pratique et à force de rencontrer des personnes, de prendre en charge individuellement des personnes, j'ai fait un master en coaching parce que je me suis rendu compte qu'on avait besoin de casser nos peurs, nos croyances, travailler sur l'estime de soi, diminuer les stratégies de l'ego, enfin tout ce qu'on peut abordé en coaching et j'ai continué en tant que sexologue. Alors pourquoi, on se dit pourquoi j'ai parti sexologue? Tout simplement parce que dans mes consultations, je me rencontrais que les grosses détresses des gens, c'était d'être seuls dans leur vie, d'être seuls en couple et on ne parle pas assez de l'intimité. En dehors du sexe, l'intimité est importante et les personnes sont seules, l'organe de la peau, le toucher, la promiscuité des personnes, c'est important et c'est une réelle souffrance qu'il faut prendre en compte et cet axe n'est pas la priorité quand on souffre d'une pathologie, que ce soit cancer, pathologie chronique, on met cet équilibre de côté alors qu'il est primordial d'avoir cette intimité, cette promiscuité avec une personne qu'on aime ou avec soi-même tout simplement. Le lipœdème, bien sûr, j'en souffre également. J'ai eu une errance médicale comme beaucoup de femmes, notamment pratiquement 40 ans d'errance médicale et pourtant je suis du milieu médical entourée de médecins, de spécialistes et je n'ai pas trouvé de solution, d'explication malgré les multiples régimes que j'ai pu faire, les activités sportives intenses, parce que je peux dire intenses parce que j'ai presque un système musculaire de sportif de haut niveau, alors que je ne ressemble pas corporellement à une sportive de haut niveau, mais j'ai amené mon corps dans beaucoup de sports, beaucoup de frustration, de maltraitance au niveau de l'alimentation, parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Et donc, ce qui m'a aidée dans le lipœdème, c'est la pratique de la sophrologie. Pourquoi? Parce que j'aime bien le dire, dans un premier temps, j'ai appris à détester ce corps, à détester ce que je ressentais, ce que je vivais, mais surtout à évacuer mes émotions, cette colère que j'avais de ne pas parvenir à maigrir, de ne pas parvenir à m'habiller comme les autres, à ne pas pouvoir me chausser, cette injustice de ne pas pouvoir accompagner ma famille au ski, de ne pas pouvoir mettre des chaussures de ski, de ne pas comprendre pourquoi j'étais grosse et je ne comprenais pas. Donc
La sophrologie m'a aidé à réguler cet émotionnel, à faire la paix avec moi, clairement, émotionnellement, à accepter ce corps et pas l'aimer. Et je ne suis pas pour aimer un corps qu'on n'aime pas. Pourquoi je voudrais aimer un corps que je n'aime pas? Peut-être que d'autres l'aiment, tant mieux. Moi, je l'accepte. Comme un véhicule, je n'ai pas pu acheter la voiture que je voulais, eh bien, elle roule. Bah, mon corps, c'est pas la voiture que je voulais, mais il marche, il fonctionne, il vit, il bouge. Et la sophrologie m'a amené à ça, à pouvoir réguler l'émotion que je ressentais par rapport aux douleurs que je vivais. Et Dieu sait, quand vous êtes aide opératoire, vous avez 12 heures debout, sans bouger pour opérer, et bien vous serrez les dents parce que vous avez mal. Et donc j'arrivais à négocier de pouvoir être assise sur une chaise, enfin en tout cas un tabouret haut pour pouvoir opérer. Mais c'était des souffrances que mon cerveau a presque anesthésiées pour me rendre service et pouvoir continuer à vivre. La sophrologie m'a aidé à accueillir ça, à sentir mon enveloppe corporelle, ressentir mon corps, pas l'aimer en le regardant, mais apprécier de le ressentir vivant, le ressentir dans des sensations, de travailler sur de la respiration qui pouvait alléger mes lourdeurs, diminuer la sensation de douleur par de la respiration, de la présence en moi. Et au lieu d'être focalisée sur ce que mon corps ressentait, j'ai pu accueillir mes sensations, me libérer de celles que je ne voulais pas vivre et de pouvoir continuer à vivre sans être fixée sur mon apparence. Donc, mon apparence ne me gêne pas quand on me voit parce que c'est pas comme ça que je me ressens. Parfois, je passe devant une glace et je me dis « c'est toi ?» Non, je ne crois pas. Enfin, parce qu'entre ce que je ressens et ce que je vois, j'ai une dysynchronie. Hein, c'est ce qu'on souffre beaucoup de dysmorphophobie. Mais je ne reste pas fixée sur mon image, je reste fixée sur ce que je ressens. Et cette énergie, cette chaleur que j'ai en moi, cette vie qui est là. Et le lipodème, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, il y a 3 ans. Vous voyez, c'est quand même, tu vois, c'est très très récent. Grâce à une esthéticienne je suis rentrée dans son salon, c'est écrit Beauty Curve. Je dis tiens, ils aiment les gros ici, donc je rentre. Et elle me fait faire un test sur les ultrasons. Et elle me dit on va tester, mais je ne pense pas que ça va fonctionner. Donc recolère en moi. Et elle me fait le test, ça n'a pas fonctionné évidemment. Et elle me dit mais madame, je peux vous vendre 25 séances, il ne se passera rien. Puisque vous avez une maladie, c'est le lipodème. Et là, je suis tombée des nues, j'ai fait des recherches, j'ai compris cette pathologie, je me suis renseignée comme toutes, on a été sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Et là, j'ai vécu une énorme colère dans mon corps, comme une explosion, parce que là, je me suis rendu compte qu'enfin, je savais ce que j'avais et que je ne peux pas me faire soigner puisque c'est payant et que je n'ai pas les moyens. Et là, j'ai eu une colère mais extrêmement violente. Et grâce à la sophrologie, j'ai pu expulser ma colère, crier, taper, vraiment laisser sortir ce qui se passait. Ce qui a pu m'amener cette paix à l'intérieur de moi en me disant « Ok, ce lipodème, j'entends beaucoup d'expressions « mon lipodème », je suis contre cette histoire de mon, il n'est pas à moi. C'est un squatter qui est venu chez moi et donc je vais lui laisser une place parce que c'est vraiment important pour moi de passer le message que si je déteste mon corps, eh ben, ça n'a pas d'impact. On a le droit de ne pas l'aimer, de ne pas apprécier. Ce qui est important, c'est de l'accepter parce que c'est ce véhicule qui va m'emmener le plus loin possible. Donc voilà, bon, bah, la vie m'a donné ce véhicule. Je vais l'accepter. Alors, c'est pas parce qu'on décide dans sa tête de l'accepter que ça fonctionne. Mais en tout cas pour moi et pour les personnes que j'accompagne, même qui n'ont pas un lipodème, mais qui ont une obésité ou qui ont une pathologie, où elles sont avec un handicap autre que visible, ça peut être des acouphènes, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être un cancer, où j'ai perdu une partie de mon intégrité physique et je ne supporte plus ce corps. Et je les autorise à détester ce corps. Et c'est parce que je déteste mon corps que je vais finalement réussir à l'accepter.
parce que il est là avec moi. Donc, on va continuer notre chemin, on s'accepte et pas aimer le corps, pas aimer mon image, mais aimer ce que je ressens et ce que je suis en capacité de transformer dans mes ressentis. Parce que je peux vous avouer que parfois, je me sens mince. Si je me regarde dans la glace, pas du tout. Mais moi, je me ressens belle, je me ressens mince. Et quand je me vois en photo, je me dis, mais bah non. Mais en fait, je m'en fiche. Et les personnes verront ce que vous envoyez comme énergie, comme vision. J'ai eu cette expérience une fois, je me sentais mal, je me sentais moche, je me sentais grosse, enfin tout ce qu'on peut se dire dans notre tête, et Dieu sait que si on devait tous se dire ce qu'on se dit, on n'oserait même pas le dire tellement c'est horrible ce qu'on pense de nous. Et il y a un monsieur, c'est un SDF qui était là, il me regarde, il me dit « Qu'est-ce que t'es moche, t'es grosse ?» Et là, j'ai été choquée en fait, parce que j'ai reçu ça comme une violence, mais en même temps, comme il me disait à haute voix ce que je me disais dans ma tête. Et quand j'ai travaillé sur moi, que j'ai beaucoup travaillé mes ressentis, géré mon émotionnel, je me sentais belle. Je me sentais vivante, je me sentais jolie intérieurement dans mes ressentis. Et bien, une autre personne m'a dit « Qu'est-ce que vous êtes belle ?» Donc, je n'avais pas changé de corps, je n'avais pas changé d'enveloppe, mais c'est ce que moi j'envoyais comme message dans mes énergies, et ce qu'on envoie, on reçoit. La pathologie, c'est une maladie chronique inflammatoire. Donc malheureusement, on n'en guérit pas. Il n'y a pas de guérison, en tout cas, je ne sais pas si un jour on en guérira, mais toute définition, maladie chronique évolutive, ça ne guérit pas. On peut stabiliser les choses et on peut stabiliser par l'inflammation, la régulation de l'inflammation. Le stress, comment ça fonctionne dans le corps et pourquoi on ressent des symptômes. En petit aparté, je vais vous expliquer le mécanisme du stress dans le corps. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on doit vivre une adaptation, puisque la définition du stress, c'est adaptation du corps à une situation. Qu'elle soit vécue comme positive, qu'elle soit vécue comme négative. Le corps s'en fiche royalement. Il n'y a que le mental qui ment, c'est écrit dans le mot, qui veut dire « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien », mais le corps s'en fiche royalement. Le stress, adaptation du corps à une situation, c'est en gros être vivant. Donc tout le monde est stressé, heureusement, puisqu'on est tous des êtres vivants. Quand on rentre dans une inflammation, c'est qu'on est trop vivant, en gros, si on devait schématiser. Le stress vivant, le stress aigu, notre système d'alarme, c'est un mécanisme de survie qui existe depuis la nuit des temps. On rencontre un mammouth, une bête féroce, peu importe. Le corps doit adapter la situation. Fonctionnellement, il envoie de l'adrénaline qui sécrète du sud de l'oxygène dans les muscles cerveau pour décider très vite, on s'enfuit, on tape. Point. Il reste là, basique. Et bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas évolué depuis cette période. Nous, on ne voit plus de mammouth dans notre environnement. Il y en a des milliers, les mails, les SMS, les réseaux sociaux, notre environnement, notre cadre de travail, notre cadre de vie. Enfin, n'importe quelle adaptation, il fait chaud, il fait froid, notre corps fait de l'adrénaline, il attend qu'on parte en courant, qu'on tape. On ne passe pas notre journée à frapper les gens, on ne passe pas notre journée à courir, donc toute cette énergie qui nous aurait permis de partir, elle reste bloquée à l'intérieur. Elle cherche une sortie. Et le corps ne fait pas la différence si vous vivez la situation en réel, si vous y repensez ou si vous pensez que vous pourriez la rencontrer. Donc, même quand vous allez voir un film au cinéma qui vous déclenche une émotion, le corps envoie de l'adrénaline et pour partir en courant, vous frappez. Et le corps ne sait pas que ce n'est pas vrai ce que vous vivez. Que vous lisiez, que vous écoutiez de la musique, que vous regardiez un film, n'importe quelle situation, le corps attend que vous ayez une réaction corporelle. Sauf qu'on ne l'utilise pas, cette réaction corporelle, on reste statique, on serre les dents, on ne bouge pas. Notre inflammation commence à monter et là votre corps, comme on n'utilise pas, il fait appel à un ami qu'on appelle le cortisol.
Le cortisol, tout le monde en entend parler, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales, les glandes au-dessus des reins. Les surrénales gèrent l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde. L'hypophyse étant tout notre centre hormonal. On sait bien que le lipodème est une pathologie aussi avec une implication hormonale, donc l'hypophyse a une grande responsabilité aussi dans la régulation ou non, qui régule aussi nos ovaires. Donc c'est important de réguler ces surrénales. À ce moment-là, quand on bascule dans un stress chronique, qui est ce que j'appelle trop vivant, on va prendre le relais du cortisol, qui est sécrété naturellement la nuit, avec un pic à 8 h du matin pour qu'on se réveille en forme, et naturellement dans le corps, il diminue, sans être trop bas, mais il y a une constante pour pouvoir remonter le soir. Sauf que quand on n'utilise pas notre adrénaline, eh bien, au lieu de diminuer votre cortisol, le cortisol il continue à monter en journée. Donc on monte dans une spirale ascendante de cortisol qui va activer chaque fonction vitale de l'organisme. Une des fonctions, c'est la peau. Et donc nous, ça nous intéresse par rapport au lipodème, et donc ça va mettre la peau en inflammation. On va avoir des plaques d'eczéma, de l'urticaire, du psoriasis, boutons de fièvre, chute de cheveux, peau grasse, peau sèche. D'un coup on transpire, après on a froid. En fait, tout est dérégulé au niveau de la peau, et la peau, il y a le derme, l'hypoderme et le gras. Automatiquement, tout ça est dérégulé. Donc on commence à aller à la parapharmacie, la pharmacie, acheter des savons sans savon, des crèmes. On essaye de trouver des solutions et on ne court toujours pas, on ne tape pas. Il va activer aussi notre fonction du digestif. Donc ça, on va sécréter plus d'acide dans l'estomac, aigreur d'estomac, perte d'appétit qui est souvent extrêmement transitoire. On dit non, j'ai pas faim, j'ai pas très envie, et d'un coup on a une pulsion, on ouvre les placards, on vide les gâteaux apéritifs, tout ce qu'il fallait pas qu'on mange, on s'en veut, adrénaline, on court pas, on tape pas, on recommence. Et au niveau du digestif des intestins, dans le mode vivant, les intestins se contractent 12 fois par minute pour avoir un bon transit. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le mode trop vivant, ils sont tétanisés les intestins. Donc il y a ou des syndromes de constipation, ou de diarrhée, ou alternance de constipation-diarrhée. Et souvent ce syndrome qu'on entend pas mal parler de ventre plein le matin, gonflé le soir, côlon irritable. Le médecin vous dit diminuez le lactose, diminuez le gluten. Vous faites les courses en vérifiant qu'il y a du gluten, du lactose, vous pensez, vous courez pas, vous tapez pas, on recommence. C'est une boucle qui est constante, ça va stimuler les muscles, donc les épaules montent, les dents serrent, on est un peu en mode Playmobil, tension constante, on se réveille avec des douleurs corporelles au réveil le matin, on se dit ça y est, je vais avoir la grippe. Le fait de contracter le corps tout le temps amène des tensions dans les jambes et donc des douleurs beaucoup plus accrues et même des syndromes de jambes sans repos, enfin on peut accentuer une fibromyalgie en fait par ces contractions. Ça ne veut pas dire que c'est l'origine, mais en tout cas tous les symptômes d'autres pathologies vont être exacerbés. Il y a une fatigue musculaire, tendance à plus tomber, en plus on a une hyperlaxité ligamentaire souvent associée, donc on a plus de chute, on a une faiblesse musculaire et on peut faire des lumbagos sans rien porter, souvent on appelle ça le lumbago émotionnel, puisque le psoas, le muscle est sur les côtés du corps, du ventre, s'installe dans le périnée et tire sur les lombaires. Donc on peut faire un lumbago. Ensuite, il va activer le système cardiaque. Donc on va avoir des pulsations de plus en plus actives, comme des poussées de tachycardie, comme si le cœur allait sortir de la poitrine, ce qui est hyper angoissant. Et au fil du temps, plus on vieillit, plus le cœur est accéléré et ça provoque de l'hypertension. Donc là, le médecin il vous dit plus de sel, donc plus de gluten, plus de lactose, plus de sel, la vie devient sympa. Et plus le cœur bat vite, plus la fonction respiratoire s'accélère. Pas dans le mouvement, mais dans les échanges gazeux dans les cellules, ce qui fait qu'on monte dans une hyperoxygénation, donc oxydation cellulaire, donc inflammation qui va provoquer cette sensation un poids sur la poitrine, écrasement, comme un écrasement au niveau de la tête, et j'ai l'impression de manquer d'air. Et plus je vais à ce moment-là prendre une bouffée d'oxygène, plus j'ai trop d'oxygène, et là je peux avoir un risque de syncope ou malaise vagal.
Donc, le corps continue à être en hyper régime et là, à ce moment-là, ça va toucher le cerveau. Dans un mode vivant, on est à peu près à 60 000 pensées par jour. Donc déjà 60 000 fois adrénaline, c'est déjà pas mal. On est une belle cocotte minute le soir. Mais là, on peut basculer à 200 000 pensées. Donc là, s'installe ce que j'appelle un syndrome de mémoire de poisson rouge. Je fais un tour de bocal, j'ai déjà oublié. Où est-ce que j'ai rangé ça? Je viens de lire 3 lignes, j'ai déjà oublié. Est-ce que j'ai fait ça? J'ai fermé la porte? Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Enfin, on a l'impression de perdre la tête, d'avoir des troubles de la concentration, des troubles de mémoire. On se dit ça y est, j'ai Alzheimer, on a peur, on fait de l'adrénaline, on vérifie sur Google, enfin, on s'en sort pas. Et ça va provoquer des troubles du sommeil. Et on le sait, dans l'inflammation et surtout dans l'équilibre du poids, le sommeil est très très important. Donc ça va provoquer des troubles de l'endormissement, ça va provoquer des réveils nocturnes, souvent c'est entre 3 et 4 heures du matin, et même si c'est 2h25, c'est souvent une heure fixe, hein, c'est toujours la même heure. Et le signe, c'est qu'on se réveille en forme, hein. On a une pêche d'enfer à ce moment-là. La déprime arrive quand on voit l'heure. Hein, on se dit, waouh, c'est horrible. Et ça va perturber l'espace qu'on appelle du sommeil paradoxal, l'espace des rêves. En fait, dans cet espace des rêves, quand le cortisol est haut, on n'a pas un sommeil de rêve et on a souvent ou pas de rêve ou des types cauchemars, agitation. Et là, dans cet espace, on récupère la fatigue nerveuse, psychologique. Et à ce moment-là, on récupère plus et on est constamment... oh non, j'ai pas envie. Et là, on a l'impression d'être en dépression, alors que non, on n'est pas du tout en dépression. On y va petit à petit, mais on ne l'est pas. On est, rien ne m'intéresse. Même les choses qui m'intéressaient ne m'intéressent plus. Flemme, quoi. Plus envie. Donc, on se dit, je manque de volonté, on se stresse, on continue, on dort pas bien. Et donc, on rentre dans une hyper-inflammation du corps qui va faire tomber le système immunitaire, donc on a drame, rhume, bactéries. Alors, bon, loin de moi de dire que ça donne des pathologies type cancer, mais si on a une invasion de virus, bactéries ou de cellules cancéreuses, notre système immunitaire ne peut plus combattre et on installe une chronicité dans l'inflammation qui diminue les défenses de notre corps. On va fixer les graisses, et là, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome de la part gâteau, je la regarde, je prends 1 kilo. Donc voilà, j'ai même pas besoin de la manger. Donc voilà, et ça, on fixe les graisses parce que le corps, il se met en mode survie en fait. Il se dit, c'est le moment de stocker au cas où on n'est pas. Donc, et ça va jouer sur le système reproducteur, donc tout l'équilibre hormonal. Donc ça va provoquer des douleurs de règles, des sécheresses vaginales, une libido à 0, l'utérus est à sec, donc trouble de la fertilité pour beaucoup de femmes. Et donc cet équilibre intime, il est attaqué parce qu'il n'y a plus d'envie. Il n'y a plus d'envie d'intimité, de sexe, le corps fonctionne pas bien. Donc on rentre dans un circuit de fatigue, de déprime, de dépression qui peut mener au burn-out. Mais surtout, ça veut dire que mon corps, c'est comme une voiture, on reprend l'image du véhicule, c'est comme si j'accélérais, que je freinais en même temps. Je tirais le frein à main et j'accélère comme ça. Si on fait Paris-Marseille... avec une voiture avec le frein à main tiré, on n'arrive pas à Marseille. Nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est en sur-régime tout le temps. Et au bout d'un moment, le corps, en fait, va aller chercher du sucre. Il a besoin de sucre parce que c'est son carburant. Et il va aller le chercher dans le tissu élastique de la peau. Donc c'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui a eu un choc émotionnel, on le voit quelques temps après, on dit « Oh là là, elle a pris 10 ans, elle a pris 10 ans ». Parce qu'on s'est toute fripée parce qu'on a été chercher la réserve de sucre. Il va aller chercher la réserve de sucre dans les muscles en cassant les protéines, en les transformant en acides aminés, donc le taux de sucre monte dans le sang. On va commencer à se mettre en résistance à l'insuline alors que je ne mange pas de sucre. J'ai enlevé le sucre et j'ai une résistance à l'insuline. Et il va aller chercher dans la plus grosse réserve qui est le foie. Le pancréas essaie de temporer et de canaliser tout ça. Et donc il y a un moment, il n'y a pas une réserve d'insuline à vie et on fait un diabète. Donc tout ce corps en sur-régime entretient l'inflammation et donc on est en sur-sollicitation.
La sophrologie, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de faire croire au mental, en utilisant notre corps, qu'on part en fuite ou en combat, en faisant un mouvement corporel. Et ce qui est très important, c'est de se dire que le mental, pour communiquer, il utilise des mots M-O-T-S, et le corps, pour communiquer, il a besoin de gestes. Mais nous, on est constamment en train de parler à notre corps, non, t'inquiète, je vais faire attention, je vais aller faire du sport, je vais me reposer, enfin, on lui dit des mots M-O-T-S. Et comme il ne comprend pas les mots, il comprend que les gestes, il envoie des mots M-A-U-X pour dire je comprends rien. Et ça, c'est qu'on est sale émotionnellement, puisque notre corps envoie, il allume des lumières un petit peu partout. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, je dors pas, j'ai des tensions. Enfin, tout ça, c'est comme si on arrive à la période de Noël, un sapin de Noël qui clignote, mais on continue, on avance. Donc la sophrologie, elle va aller travailler là-dessus en utilisant le système sympathique et parasympathique. Notre système sympathique étant celui qui nous permet de faire un mouvement de survie, le parasympathique étant notre nerf vague qui gère l'inflammation, qui est normalement notre anti-inflammatoire du corps. La difficulté, c'est que le parasympathique, il est géré par les émotions. Et il s'en fiche de l'émotion que vous vivez. On s'en fout. Peur, tristesse, colère, joie, il actionne le cortisol. Ce qui fait que quand on attend tellement le vendredi, fin de semaine, libération, joie, bolus de cortisol, migraine du samedi. J'attends tellement les vacances et Dieu sait le nombre de personnes qui me disent j'ai été malade en vacances, j'ai même pas profité de mes vacances. La dernière semaine, c'est comme si on était en prison, on met des bâtons là sur le mur, encore une journée, 2 journées. C'est là où on nous donne les choses à faire en urgence. Donc colère, agacement qui monte le niveau et puis d'un coup, grosse joie, c'est enfin les vacances. Gros bolus de cortisol, et là on a le choix, angine, gastro, lumbago, on a de la panoplie. Et il y a des personnes qui ont un mental très fort, qui n'ont jamais de symptômes, on se dit waouh, Superman, Superwoman, comment ils font? Et ces personnes-là, au moment de la retraite, le mental tient plus, le corps reprend le dessus, et c'est comme ça qu'on entend des histoires, elle n'a pas profité, elle n'a pas profité de sa retraite, décédée d'un cancer foudroyant, AVC, infarct. Donc le but, c'est pas d'en arriver là, le but, c'est d'actionner le sympathique, le parasympathique ensemble pour qu'on utilise le mouvement, on utilise l'anti-inflammatoire, et ce qui va bien réguler le parasympathique, c'est la respiration. Donc on va associer mouvement et respiration pour faire croire qu'on part en fuite ou en combat, faire sa toilette émotionnelle. J'aime bien comparer ce système nerveux au sympathique, c'est le feu sous une casserole, le parasympathique, un couvercle sur la casserole. Nous sommes les casseroles remplies d'eau, puisqu'on est à 75% d'eau. Quand je fais juste une respiration, cohérence cardiaque, mindfulness, méditation, c'est très bien, sauf que je n'actionne que le couvercle sur la casserole, ce qui fait que ma casserole est en train de bouillir, elle déborde. Je me fais une respiration, une cohérence cardiaque, une méditation, je soulève le couvercle. Ça arrête de déborder. Mais dès que j'ai arrêté de faire cette technique, je repose mon couvercle, je n'ai pas baissé le feu, ça redéborde. Ce que la sophrologie va proposer, c'est je soulève le couvercle, je baisse le feu, je repose le couvercle, je mijote et j'arrête de bouillir. C'est extrêmement intéressant, Pascal, parce que tu soulignes vraiment parfaitement l'importance de gérer donc ses émotions et son stress dans sa vie quotidienne comme vraiment un des piliers de la santé. Et on parle beaucoup d'exercice physique ou d'alimentation, et je trouve qu'on sous-estime vraiment l'impact du stress sur notre santé. Et donc, merci pour merci de me donner cette possibilité de l'expliquer, parce que la problématique, c'est l'étymologie du stress, du mot stress. Parce que les personnes se disent non, moi ça va, je gère, je ne suis pas stressée. Du moment qu'on est vivant, on est stressé. Et on minimise en se disant mais là je vais partir en vacances, ça va aller. Sauf que c'est une vision du stress au niveau mental qui ment, mais on ne l'utilise pas au niveau du corps. Alors que le stress, tout le monde est stressé parce que tout le monde est vivant. Si quelqu'un vous dit je ne suis pas stressé, je ne comprends pas comment tu es de cette façon, vous l'imaginez comme un légume, c'est quelqu'un de pas vivant. Okay? Et vous choisissez le légume, ça apaise.
Pascal, je voulais aussi que tu soulignes une autre de tes activités, c'est-à-dire que tu es présidente de l'association Maladie du Lipœdème France. L'association fait un énorme travail pour le... Alors pas la reconnaissance de la maladie, parce que c'est une maladie qui est déjà reconnue, mais tout un travail autour de la mise en place des traitements, des traitements qui sont mieux remboursés, la connaissance par les professionnels de santé de cette maladie, parce qu'on sait qu'il y a quand même une errance diagnostique et que le diagnostic arrive tard et que parfois les femmes ont du mal à être prises en charge. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait, j'ai le plaisir d'avoir pris la présidence de cette belle association pour faire connaître cette pathologie du lipœdème au monde professionnel, mais surtout aux femmes qui sont encore dans cette errance et qui ne connaissent pas cette maladie. Et les réseaux sociaux aident beaucoup à faire connaître ça. Quand j'ai pris la présidence avec l'équipe du bureau, on s'est mis à un point d'honneur d'aller rencontrer le gouvernement pour faire avancer la prise en charge, parce qu'il y a une partie de faire connaître la pathologie, informer les médecins, informer les patientes de quoi elles souffrent et stimuler les médecins à s'intéresser à ce que c'est. Mais sans le volet comment on fait pour avoir une prise en charge, on ne peut pas avancer. La voie a été de rencontrer la Direction générale de la santé ils nous ont reçus et on a présenté, on avait fait toute une campagne avec des personnes qui nous ont envoyé un courrier pour la demande de reconnaissance, de prise en charge, avec des témoignages extrêmement poignants. Donc on a plus de 500 lettres que nous avons reçues, que nous avons amenées à la DGS. Ils nous ont très bien reçus, ils nous ont expliqué quel parcours il fallait faire pour qu'il y ait un jour une cotation au niveau de la CPAM. Et là, il fallait rencontrer l'HAS, ce que nous avons fait entre-temps. Et l'HAS nous a demandé de remplir un dossier, gros dossier, comme l'administration française sait faire, pour obtenir un consensus. Donc, ça ira plus vite que l'endométriose parce qu'il y a un consensus international sur la pathologie, mais en France, ils veulent un consensus des différentes sociétés savantes exerçant en France pour avoir un critère diagnostique des prises en charge et qu'ils soient tous d'accord dans toutes les sociétés savantes, c'est-à-dire chirurgie plastique thérapeutique, médecine vasculaire, dermato, gynéco, kiné, enfin tout le monde de la santé. Donc le gros travail a été de réunir toutes ces sociétés savantes, les faire travailler ensemble. C'est ce qu'elles sont en train de faire et on suit le dossier de près, on est invité à toutes les réunions. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche. Ça c'est une partie de notre activité au sein de l'association. Ce que nous a fait remonter aussi la DGS, c'est qu'une association avec aussi peu d'adhérentes être pris en compte, bon, c'est pas forcément... Ils nous ont écoutés, ils nous ont entendus, ils nous ont vraiment considérés, mais on n'est pas assez représentés. Donc j'appelle vraiment aux femmes qui souffrent de nous soutenir, mais même les professionnels de santé, les personnes qui n'en souffrent pas forcément, mais qui ont une personne qui en souffre dans leur famille, d'adhérer et de venir nous rejoindre pour être représentatifs auprès des personnes qui souffrent de cette pathologie. Chaque personne qui adhère, nous avons mis en place un entretien téléphonique de 45 minutes où on leur explique les parcours, on les aiguille sur des sites, mais en tout cas, on prend le temps de les laisser parler et d'être écoutés, parce que parfois, le fait d'être écouté et d'être entendu, ça fait du bien. Ça permet d'être considéré. Donc ça, c'est un gros travail parce que
On est bénévole sur l'association, on a aussi notre activité professionnelle à côté et tout ce temps que l'on donne, eh bien on n'est pas assez nombreuses en fait. Donc le bureau, entre l'Instagram, l'organisation, où on est invité à des événements, on fait des formations, on a fait des formations sur des médecins vasculaires associés à des chirurgiens, des médecins, former des médecins généralistes, parce que c'est les premières lignes. Donc tout ça, ça prend du temps et c'est du temps que l'on prend sur notre temps personnel parce que on a notre activité à côté, on le fait avec grand plaisir, mais on a besoin d'aide. Donc je profite de faire un appel aux personnes qui veulent nous rejoindre, être adhérentes et pouvoir nous aider dans ces diverses tâches. Nous sommes dans une refonte du site aussi internet où on va mettre une rubrique avec un annuaire, mais plutôt un annuaire certifié parce qu'en France, on ne peut pas inscrire dans un annuaire un professionnel de santé, notamment un médecin, parce que c'est assimilé de la publicité. Et le médecin peut être radié du Conseil de l'Ordre. Donc, c'est important de faire un annuaire, de voir s'ils sont déjà sensibilisés à la pathologie, de prendre le temps de les appeler, de leur faire signer un papier comme quoi ils acceptent d'être sur l'annuaire qui ne sera que pour les adhérentes parce qu'on ne peut pas le mettre en ligne par rapport à la loi française. Donc on est en train de monter sur tous les médecins vasculaires, les chirurgiens, les kinés, en fait tous les professionnels de santé donc, ou paramédicales qui accompagnent les femmes pour le lipodème. Donc là on a besoin de monde parce que ça permet, donc voilà, on a monté pas mal de choses, notamment on réfléchit aux antennes régionales, mais on n'est pas assez nombreuses pour mettre tout en place. On aimerait que ça avance très vite, mais au bureau, on est 4. Donc 4, en ayant nos activités, à un moment, on ne peut pas tout faire. Mais vraiment, on tient à ce que les personnes soient écoutées, entendues, les professionnels de santé soient sensibilisés et informés. Et le message des instances, c'est parler de cette pathologie, informer le plus possible. Ça va pousser les professions médicales à aller se renseigner sur la pathologie parce que le temps que ce soit mis à la formation des médecins, ça ne sera pas tout de suite. Donc, il y a du temps, ça va prendre du temps, mais on ne lâche pas. Et c'est vraiment un plaisir, une motivation, mais il ne faut pas qu'on s'épuise, donc on a besoin de monde. Est-ce que tu aurais un conseil, si tu devais donner un seul conseil aux femmes atteintes de lipodème? Alors, les femmes qui ont un lipodème, elles sont belles. Certes, on n'est pas à la bonne époque. On était des modèles de peintres, de sculpteurs à une certaine époque. On est magnifiques. Et plus vous vous sentirez magnifique, alors c'est pas, je dis ça c'est facile, c'est pas facile, plus vous serez libéré de ces colères, ces contrariétés, plus vous aimez sentir votre corps, plus vous vous sentirez jolie. Et vous êtes belle. Donc, je ne dis pas de vous aimer, acceptez-vous, mais surtout, vivez chaque instant, c'est précieux, et vivez-le complètement, et ne laissez pas de place aux squatteurs, le lipodème.